Bonjour, nous allons aborder dans cette séquence la relation entre le peuplement, les arbres et la lumière et voir comment tout cela marche ensemble. Commençons par quelques généralités. Bien évidemment, les arbres reçoivent une lumière variable selon le traitement. Ici, un arbre isolé reçoit de la lumière latérale et verticale. Les arbres de futaie régulière, à cause de la concurrence latérale, ne reçoivent que de la lumière verticale. Les arbres de taillis avec réserve reçoivent de la lumière latérale mais au-dessus du taillis qui les concurrence régulièrement jusqu'à une certaine hauteur. À partir de tout ça, on va pouvoir définir des formes liées au traitement. Ainsi, en pleine lumière, on a un houppier hémisphérique et un tronc très court. A l'inverse, en futaie régulière, on va retrouver un houppier plus ou moins étriqué à cause de la concurrence et surtout un tronc long. Enfin, pour les arbres de taillis sous futaie, un houppier étalé au-dessus du taillis et un tronc qui dépendra de la hauteur du taillis et du moment auquel on le régénère et donc auquel on le coupe. On va maintenant aborder la hiérarchisation des peuplements réguliers. Les arbres de même âge poussent à des vitesses différentes. Les dominants poussent un peu plus vite. Ils ont donc de la lumière verticale et un peu de lumière latérale. Les codominants poussent un petit peu moins vite que les dominants, donc ils n'ont que de la lumière verticale. Et enfin, les dominés n'ont que de la lumière diffuse, ils sont en dessous des arbres dominants et codominants qui forment une strate. Cette strate principale, l'étage des dominants, codominants, et dessous on retrouve donc la strate des arbres dominés. Abordons maintenant les notions de forme et de concurrence. Pour décrire les formes des arbres, on va analyser les types de pores par la description du houppier et du tronc. Comme dans l'exemple, ici on retrouve des pores en boule, en V semi-étalé, en V étriqué, en T étalé. Attention, ces termes-là ne sont pertinents que pour les feuillus. Donc on va analyser de manière générale les houppiers. Vont-ils être étalés, semi-étalés ou étriqués? Les troncs, longs ou courts? Et enfin, les arbres, qu'est-ce qui les caractérise? Sont-ils plutôt élancés ou plutôt trapus? Nous allons aussi analyser la concurrence, parler de la concurrence actuelle qui qualifie la lutte pour la lumière entre les arbres aujourd'hui. Donc ici, nous avons deux exemples de concurrence forte. Il y a interpénétration des houppiers, mort des branches basses. On a l'impression qu'à gauche, il y a moins de concurrence, mais c'est juste que le pin est une essence de lumière et donc il supporte moins l'interpénétration des houppiers. L'aspect du peuplement dépend de la concurrence passée. Dans cet exemple, nous avons une concurrence actuelle qui est faible. En effet, notre arbre est isolé, il a un houppier à la lumière tout autour de lui. Par contre, on peut voir que la concurrence passée a été forte. En effet, le houppier reste étriqué et on a vu une mort des branches basses avec un tronc très long. Donc cet arbre a sûrement vécu longtemps en concurrence forte avant de se retrouver isolé en pleine lumière. On va analyser dans les peuplements réguliers la hiérarchisation. Vous vous rappelez dominant, codominant, dominé. Donc on va juger de la proportion de ces différentes catégories. Passons à l'analyse du couvert. Par définition, le couvert est la juxtaposition horizontale des houppiers, donc les houppiers projetés au sol. On a ici dans cet exemple un couvert fermé à 95%, il y a juste une toute petite trouée dans le couvert. On ne compte pas les espaces de type houppier ou feuilles aiguilles, donc on ne prend pas en compte un vide dans les houppiers ou de la lumière qui passerait entre les feuilles ou les aiguilles. Donc c'est bien l'ensemble du houppier qui est projeté au sol. Un couvert fermé est dit continu. C'est l'exemple ici. Le couvert est fermé à 100%, donc le couvert est continu. On ne prend toujours pas en compte les espaces à l'intérieur des houppiers ou des feuilles aiguilles. D'ailleurs, dans mon schéma, on prend juste les limites du houppier en compte. Un couvert discontinu avec des trouées et lacuneux. C'est le cas ici, on a un couvert discontinu fermé à 85%, il y a des trouées, 15% de trouées. On parle bien de couvert lacuneux ou clairiéré, c'est un synonyme. Les trouées seront décrites, ici elles font à peu près la taille d'un arbre, on peut imaginer une gestion avec par exemple une coupe de quelques arbres dans le peuplement.
Un couvert discontinu avec des arbres isolés est dit clairsemé. C'est le cas ici. Le couvert est discontinu fermé à 40%, il y a beaucoup de lumière au sol, et les arbres sont isolés. On est donc bien sur un couvert clairsemé. Des facteurs de nature variée peuvent influencer le couvert d'un peuplement. Là, on pourrait imaginer l'action de l'homme, mais quand on regarde attentivement, on se rend compte que ce n'est pas une coupe qui a provoqué la lumière qui passe dans les trouées. Il y a sûrement eu des problèmes de maladies ou d'insectes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui des dépérissements avec des branches mortes à la lumière. L'âge peut être un facteur qui entre en jeu, mais ce n'est pas le cas sur cette photo. Analysons maintenant les strates inférieures. On va analyser le sous-étage éventuel, les essences présentes et leur rôle. Donc on parlera bien de sa présence ou non dans l'analyse, des essences qui sont là, et des rôles qu'ils jouent avec la notion de gainage et ou de dynamique de l'écosystème. Par exemple, un sous-étage de charme sous chêne va favoriser l'activité biologique. C'est une essence dont la litière se décompose très facilement. Le sous-bois, plus bas que le sous-étage, donc, peut poser des problèmes lors de la gestion du peuplement. On va donc signifier sa présence ou pas. On va parler des essences si et seulement si ce sous-bois pose un problème, sinon on ne l'abordera pas. Les problèmes donc vont-ils être gênants ou pas et à quel point? On parlera par exemple des difficultés d'exploitation, de vision dans le peuplement, voire de régénération si le sous-bois est trop dense. La régénération au sol doit être qualifiée. On va donc indiquer quelles essences sont présentes en régénération. Attention, on parle bien des essences forestières, des essences qui peuvent être un objectif de gestion. On va ensuite quantifier cette régénération par essence. Par exemple, la régénération peut être ponctuelle. Il y a quelques semis de ci, de là. On peut avoir une régénération diffuse. Il n'y a pas une grosse densité de semis, mais j'en vois régulièrement un peu partout. Ou enfin, une régénération généralisée. Là, je vois la présence de semis quasiment partout, un tapis quasiment présent à tout endroit du peuplement. Donc c'est très important, car cela, même si ça n'est pas utile tout de suite, peut être un indicateur de la capacité du peuplement à se régénérer naturellement. On va enfin finir par l'analyse de la strate herbacée, si elle est gênante pour la régénération. On peut ainsi avoir un tapis de graminées épais ou une mousse épaisse, des mousses épaisses qui gênent le contact graines-sol et qui empêchent donc les graines de pouvoir germer et se développer normalement. Le tapis de graminées peut être une forte concurrence pour l'alimentation en eau par ailleurs, donc cela peut être un souci dans le cadre de régénération. Voilà, nous avons fini ce petit chapitre sur la relation entre arbre, peuplement et lumière qu'il faudra maintenant être capable d'appliquer sur le terrain.